As-tu déjà eu cette sensation étrange de te réveiller en pleine nuit, les yeux ouverts, mais le corps complètement paralysé? Tu veux crier, bouger, respirer plus fort, mais rien. Et soudain, tu sens une présence dans ta chambre. Quelque chose s'approche. Tu veux te convaincre que ce n'est qu'un rêve, mais tu sais que c'est réel. Aujourd'hui, on va plonger dans un phénomène aussi fascinant que terrifiant, la paralysie du sommeil. Un état entre le rêve et la réalité où ton propre cerveau devient ton pire cauchemar. C'est parti. Sophie, 20 ans, est une étudiante épuisée par ses examens et ses nuits trop courtes. Un soir, après une longue journée de cours stressantes, elle décide de faire une petite sieste avant d'aller à une soirée universitaire. Elle s'installe dans son lit, en pensant ne dormir que quelques minutes, juste de quoi recharger un peu ses batteries. Mais une fois allongée, la fatigue l'emporte rapidement et elle sombre dans un sommeil plus profond que prévu. Sophie ouvre soudain les yeux un peu plus tard, réveillée en sursaut. La pièce est plongée dans le noir. Seules quelques lueurs bleutées de l'extérieur filtrent à travers la fenêtre. Elle entend vaguement un bourdonnement électrique dans la cuisine et des bruits de pas étouffés qu'elle associe à son colocataire rentrant à l'appartement. Un gros coussin est posé sur sa poitrine, cachant partiellement son visage. Il lui pèse de plus en plus lourd sur le torse, au point qu'elle panique et veut le repousser avant d'étouffer. C'est alors qu'elle réalise que son corps ne lui obéit plus. Malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à se redresser ni à lever les bras. Ses membres sont aussi lourds que du plomb et sa bouche reste désespérément muette. Soudain, elle croit entendre un bruit, un léger grincement, là près de la porte. Quelqu'un est dans la pièce. Sophie sent son cœur s'emballer. Dans l'obscurité, une silhouette indistincte semble se dresser près de la porte entrouverte. Elle plisse les yeux, on dirait une forme humaine, immobile, qui l'observe. Elle sent son regard peser sur elle. Elle voudrait crier « Qui est là ?» appeler à l'aide, mais sa voix est éteinte. Sa gorge nouée ne produit qu'un faible gémissement étouffé. Le silence, lui, est total. Seul le martèlement affolé de son cœur résonne à ses oreilles. La forme obscure s'avance lentement vers le lit. Elle tente de hurler, de bouger, rien à faire. Son corps ne l'obéit plus. Ses muscles sont tétanisés, comme si une force invisible les maintenait en place. La silhouette se rapproche. Elle distingue maintenant des traits inhumains, un visage déformé par l'ombre, des yeux creux. Est-ce un voleur, un démon? Elle sent une pression glaciale sur sa poitrine, comme si une présence maléfique s'assied sur elle et l'écrasait. Sa respiration devient courte, sifflante, elle étouffe. L'être est maintenant penché sur elle. Elle sent son souffle rauque contre son visage. Une odeur fétide envahit ses narines. La terreur est indescriptible. Vais-je mourir? Elle ferme les yeux en priant pour se réveiller de ce cauchemar. Pendant un instant qui lui paraît une éternité, elle subit impuissante la présence de ce démon oppressant. Et puis d'un coup, tout s'arrête. Un sursaut parcourt son corps. Elle se redresse d'un bond, libérée de cette emprise invisible. Il n'y a plus personne. La silhouette a disparu comme évaporée. Sa chambre est vide et silencieuse, exactement comme avant. Elle tremble d'angoisse, en sueur, le cœur prêt à exploser. Elle réalise peu à peu qu'elle peut à nouveau bouger. Ce n'était pas un rêve, elle était éveillée, les yeux ouverts, consciente. Qu'a-t-elle vu? Qu'a-t-elle vécu? Encore tremblante, elle allume fébrilement la lampe de chevet pour chasser les ténèbres. La voilà seule, dans le doute. Est-ce que c'était du paranormal? Est-ce qu'elle était en train de devenir folle? Non, elle vient en réalité de faire l'expérience terrifiante de la paralysie du sommeil. Qu'est-ce que la paralysie du sommeil? D'un point de vue scientifique, il s'agit d'un trouble du sommeil que l'on classe parmi les parasomnies. Il survient dans des phases de transition entre le sommeil et l'éveil, soit juste au moment de s'endormir ou soit au moment de se réveiller. Alors concrètement, la personne est consciente, elle a les yeux ouverts, voit et entend son environnement réel, mais se retrouve temporairement incapable de bouger ou de parler. Et comme l'a vécu Sophie, aucun muscle ne répond, à part ceux des yeux et de la respiration automatique. Et cette impuissance totale peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes avant qu'on ne récupère soudainement le contrôle de son corps. Pourquoi le corps se retrouve-t-il paralysé de la sorte? La réponse se trouve dans nos cycles de sommeil. Au cours d'une nuit normale, notre cerveau alterne différentes phases. Et une des phases, c'est le sommeil paradoxal. C'est celle pendant laquelle on fait nos rêves les plus vifs. Et durant le sommeil paradoxal, le cerveau envoie un signal chimique, notamment via un neurotransmetteur appelé glycine. Et c'est pour paralyser la majeure partie de nos muscles. C'est un mécanisme de protection. Il empêche qu'on bouge en même temps que nos rêves, ce qui pourrait nous faire du mal.
Imagine qu'on se mette à mimer une course-poursuite ou à frapper pendant un rêve agité, ça pourrait être dangereux sans cette paralysie naturelle. Et ça pourrait être aussi dangereux pour la personne qui dort à côté de nous. Et normalement, cette paralysie musculaire nocturne disparaît dès qu'on se réveille. Sauf que dans le cas de la paralysie du sommeil, il se produit comme un bug dans la machine. Notre cerveau émerge du sommeil paradoxal, mais pas notre corps. Et la personne se retrouve donc piégée, lucide, dans un corps paralysé. Exactement la sensation oppressante que Sophie a vécue. Et cet état s'accompagne très souvent de phénomènes hallucinatoires. Et oui, dans environ 2 cas sur 3, la paralysie du sommeil s'accompagne d'hallucinations visuelles, auditives ou sensorielles très réalistes. Le cerveau qui est encore partiellement en mode rêve, tout en étant conscient, se met à rêver tout éveillé. Et la personne paralysée peut ainsi voir ou entendre des choses qui n'existent pas réellement, comme si son rêve débordait dans la réalité. Et malheureusement, ces hallucinations sont le plus souvent angoissantes. Très souvent, le dormeur ressent une présence menaçante tout près de lui. C'est souvent une silhouette sombre qui se tient dans la pièce ou même au bord du lit. Et parfois, cette présence imaginaire semble s'asseoir sur la poitrine de la personne, qui provoque une sensation d'écrasement ou d'étouffement. Et c'est ce qu'on appelle parfois le phénomène de chest pressure, poids sur le torse, bien connu des victimes de paralysie du sommeil. Et d'autres fois, la personne aura l'impression qu'un intrus est entré chez elle ou que des objets de sa chambre bougent tout seuls. Plutôt flippant. Et il n'est pas rare non plus d'entendre des bruits étranges pendant un épisode. Des pas, des grincements, des murmures incompréhensibles, un souffle près de son oreille, voire une voix familière qui appelle comme si quelqu'un était là. En gros, la paralysie du sommeil est souvent un cocktail de visions terrifiantes, de bruits inexpliqués, le tout combiné à l'impossibilité de bouger ou d'appeler à l'aide. Et là, du coup, on obtient l'une des expériences les plus effrayantes que l'on puisse vivre. Pourquoi ces hallucinations sont-elles presque systématiquement effrayantes et non pas plaisantes ? Les neurosciences ont commencé à apporter des éléments de réponse. Des études en neuroimagerie montrent que durant la paralysie du sommeil, il y a une suractivation de l'amygdale, la zone du cerveau qui gère la peur et les réactions de survie. En temps normal, lorsqu'on perçoit une menace, notre amygdale s'active et déclenche la réaction de peur tout en permettant d'évaluer le danger réellement. Mais pendant la paralysie du sommeil, l'amygdale est en alerte maximale, sans qu'on puisse rationnellement vérifier la réalité de la menace. Résultat, le cerveau sent qu'il y a un danger terrible, il génère de la peur et comme le corps est paralysé, il invente une explication à cette peur. Inconsciemment, notre cerveau va donner une forme à la menace invisible. Il matérialise cette terreur en une créature sombre et inquiétante sortant de l'ombre. En quelque sorte, notre cerveau projette nos peurs à l'extérieur sous forme d'hallucination. C'est pourquoi tant de personnes décrivent la même scène à travers le monde. Un démon ou un monstre qui les immobilise ou un esprit maléfique qui plane près du lit. Et c'est aussi la raison pour laquelle une sensation de suffocation survient fréquemment. En réalité, la personne continue de respirer, heureusement d'ailleurs, mais elle ne peut pas contrôler sa respiration. Et du coup, plus elle panique et essaye de respirer volontairement, plus elle a l'impression d'angoisser et d'étouffer. C'est un véritable cercle vicieux. Et ce phénomène, aussi étrange soit-il, est connu depuis l'Antiquité et à travers toutes les cultures. Bien avant que la science n'en explique les mécanismes, les gens cherchaient à donner un sens à ces cauchemars éveillés. Partout dans le monde, on retrouve des légendes pour décrire ce mal. En Europe, on parlait autrefois d'incubes et de succubes, des démons nocturnes qui s'allongent sur le dormeur pour l'opprimer. En Amérique du Nord, notamment au Canada anglophone, on évoquait la Old Hag, la vieille sorcière qui vient s'asseoir sur la poitrine des dormeurs. Dans les pays baltes, on redoutait le broyeur d'eau qui écrase les gens dans leur lit. Et en Turquie, on craint le Karabasan, un démon qui vient étouffer sa victime dans son sommeil. Autant de noms différents pour une expérience identique, souvent interprétée comme une attaque surnaturelle. D'ailleurs, le mot français cauchemar lui-même provient de ces mythes. Étymologiquement, il viendrait du vieux François, cocher, qui signifie presser, fouler, et de mar, qui signifie esprit nocturne malfaisant. Du coup, cauchemar fait allusion à un démon qui écrase le dormeur pendant la nuit. Le célèbre tableau Le Cauchemar en 1781 du peintre Fuseli illustre parfaitement la paralysie du sommeil et ses visions terrifiantes. On y voit une femme endormie écrasée par un démon accroupi sur sa poitrine, tandis qu'une tête spectrale de cheval surgit dans l'ombre à l'arrière-plan. Fuseli s'est inspiré des récits de cauchemars de son époque. Cette créature représente l'incube maléfique qui tourmente la dormeuse impuissante. Bien avant que la science ne parle de sommeil paradoxal ou d'amygdale, les croyances populaires avaient déjà compris l'essentiel. Cette sensation horrible qu'une présence maléfique nous observe dans le noir alors qu'on est réveillé,
mais incapable de bouger. Après un épisode de paralysie du sommeil, la personne se réveille complètement et toute hallucination se dissipe sans laisser de traces physiques. Mais psychologiquement, elle reste souvent bouleversée par la peur intense ressentie. La bonne nouvelle, c'est que malgré l'horreur de l'expérience, la paralysie du sommeil en elle-même est sans danger physique. Aucun démon nous a réellement agressés et on n'est pas en train de faire un arrêt cardiaque ou une crise de folie. Il s'agit d'un état temporaire lié à un décalage dans le sommeil. Le corps finit toujours par sortir de cette paralysie spontanément ou grâce à quelqu'un qui nous touche ou qui nous parle. Il n'y a pas de suffocation réelle ou de risque de rester bloqué définitivement. Comme c'est le cas dans le film d'horreur Insidious où l'enfant reste coincé dans son propre cauchemar en attendant qu'on le sauve. Heureusement, ça c'est de la science-fiction. Mais lorsqu'on l'ignore, on peut facilement confondre la paralysie du sommeil avec autre chose. Un phénomène paranormal, une attaque de panique ou même une possession démoniaque. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important d'en parler et de comprendre le mécanisme pour rassurer les personnes qui en souffrent. D'ailleurs, les spécialistes du sommeil constatent que simplement expliquer aux patients ce qu'est la paralysie du sommeil peut les aider énormément. Une fois qu'on sait que ce n'était qu'un rêve qui déborde, la peur diminue et souvent les hallucinations ne reviennent plus aussi fort. Comme dans l'histoire de Sophie, de nombreuses personnes ont déjà vécu ce genre de cauchemar réveillé sans en comprendre tout de suite la nature. La paralysie du sommeil est malheureusement loin d'être rare. On estime que 20 à 30% de la population a été ou sera confrontée au moins une fois dans sa vie à cette expérience effrayante. Beaucoup de chercheurs pensent que les visions de paralysie du sommeil sont en quelque sorte le reflet de nos peurs universelles. Le scénario classique d'un intrus malveillant qui serait dans notre chambre est quasi préprogrammé par notre cerveau en cas d'alerte nocturne. On observe que les hallucinations d'intrus font partie des manifestations les plus courantes de la paralysie du sommeil. Souvent, l'esprit va même piocher dans des visages qui lui sont familiers pour façonner l'apparition. Dans d'autres cas, la créature hallucinée peut porter les traits de personnes récemment croisées dans la vie réelle, mais en version menaçante. Il n'est pas rare non plus que les hallucinations viennent de films d'horreur ou de récits effrayants que la personne connaît. Notre inconscient pioche dans sa bibliothèque d'images et de sons familiers pour donner du sens à l'inconnu. Ça expliquerait pourquoi la forme précise des hallucinations varie d'une culture à l'autre. On voit ce que l'on s'attend plus ou moins à voir. Dans les pays où la croyance aux esprits et aux démons est forte, les gens décrivent majoritairement des visions de djinns, de sorcières ou de créatures démoniaques. En revanche, dans les sociétés très modernisées qui ne croient plus trop aux fantômes, les hallucinations peuvent prendre la forme d'extraterrestres. De même, un chercheur en folklore, appelé David Ufford, pense que pendant les procès de sorcières comme à Salem au XVIIe siècle, certaines personnes disaient qu'elles étaient attaquées la nuit par des sorcières. Mais en réalité, elles faisaient peut-être des paralysies du sommeil sans le savoir, et croyaient que c'était de la sorcellerie. Ces accusations ont provoqué une vague de panique. La communauté qui était très religieuse et superstitieuse a rapidement cru à la sorcellerie. Résultat, plus de 200 personnes ont été accusées et 19 ont été exécutées, souvent sur la base de simples soupçons, rêves ou comportements étranges. Il y a également un autre aspect psychologique intéressant. La valeur culturelle et émotionnelle qu'on attribue à la paralysie du sommeil peut influencer sa fréquence. Par exemple, le neuroscientifique Balan Jalal a comparé des étudiants au Danemark et en Égypte. Au Danemark, la paralysie du sommeil est peu connue et ceux qui la vivent n'y attachent pas trop d'importance. Ils la rangent dans les bizarreries sans gravité. En Égypte, en revanche, elle est très redoutée. On l'associe aux attaques du djinn, un esprit maléfique, et certains croient même qu'on peut mourir pendant un épisode. Jalal a découvert que les Égyptiens étudiés étaient 3 fois plus nombreux à faire des paralysies du sommeil que les Danois. L'hypothèse est que la peur entretenue autour du phénomène favorise son apparition. Plus on a peur de faire une paralysie du sommeil, plus on stresse en allant se coucher, plus le sommeil est léger et entrecoupé et plus les épisodes reviennent. C'est un cercle vicieux psychologique. D'ailleurs, on conseille aux personnes qui en souffrent de démystifier l'expérience en comprenant bien que ce n'est pas un esprit qui veut vous tuer. Comme ça permet de réduire la crainte et ainsi diminuer la probabilité que ça se reproduise. Jalal a même expérimenté une thérapie cognitive adaptée à la culture égyptienne en expliquant rationnellement le phénomène aux patients et en les aidant à modifier leurs propres croyances, par exemple en se convainquant que le djinn n'est pas réel. Les résultats préliminaires montrent que ça peut réduire le taux d'épisodes même si ce n'est pas encore concluant. On l'a compris, vivre une paralysie du sommeil, ce n'est pas anodin sur le plan émotionnel.
beaucoup de personnes décrivent un état d'anxiété durable après une paralysie du sommeil. Dans les minutes ou les heures qui suivent, il est fréquent de se sentir encore dans le brouillard, un peu dissocié, le temps de dissiper l'adrénaline accumulée. À long terme, si les paralysies se reproduisent souvent, ça peut entraîner une peur anticipatoire du sommeil. On se couche avec la boule au ventre, on redoute de revivre ces sensations atroces, si bien qu'on peut développer une véritable insomnie d'anxiété. C'est un engrenage, le manque de sommeil et le stress favorisent encore plus la paralysie du sommeil. C'est pour cette raison qu'il est crucial d'informer et d'accompagner les personnes concernées afin de briser ce cycle. Dans la plupart des cas, adopter une bonne hygiène de sommeil, par exemple des horaires réguliers, des techniques de relaxation, éviter l'alcool et les écrans tard le soir, ça permet déjà de réduire drastiquement cette mauvaise expérience. De nombreux témoignages signalent que la paralysie du sommeil survient souvent quand la personne dort sur le dos et qu'il vaut mieux dormir sur le côté. Moi qui avais toujours appris que dormir sur le dos permettait d'éviter des problèmes de dos, ça m'arrange bien du coup parce que j'arrive uniquement à dormir sur le côté. Alors ce soir, lorsque tu éteindras la lumière, n'aie pas peur. Ce que tu vois n'existe pas, mais ce que tu ressens, oui. Et c'est peut-être ça le plus effrayant. Savoir que le monstre ne vient pas de dehors, mais de l'intérieur. Et toi, as-tu déjà vécu une paralysie du sommeil? Raconte ton expérience dans les commentaires, je lis tout. Et si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi, tu auras de nouveaux récits chaque semaine. D'ici là, dors bien, fais de beaux rêves et surtout, ne laisse pas ton esprit s'éveiller avant ton corps. À bientôt, ciao!